Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire autour de la transformation digitale de la formation. Et comme on voulait être absolument raccord et dans le thème, on a commencé par avoir un souci technique. Donc merci à vous de votre patience et merci beaucoup d'être restés avec nous pendant ces 5 premières minutes assez cruciales. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir et de co-animer ce webinaire avec Eduardo Tapia de l'université Alstom. Eduardo, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Merci Anne-Claire. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Comme Anne-Claire dit, on est tous les deux très ravis d'éco-animer cet événement pour vous et pouvoir peut-être donner un peu de lumière à comment nous, on a vécu la transformation digitale de 2021, en 2021, mais comment aussi, comment on va mener la transformation pour l'année à venir et même peut-être pour les futurs. Donc, on essaiera de vous donner un maximum d'outils et des indications de notre expérience pour la transformation digitale. Merci beaucoup, Eduardo. Donc, en quelques mots, moi, je suis Anne-Claire Prévost, je suis consultante digital learning et j'accompagne les organisations dans leur transformation digitale de la formation depuis maintenant 20 ans. Alors, ce webinaire que l'on vous propose ce matin, c'est une impulsion de Culture RH avec la participation et le soutien de Comundi. Donc, vous avez l'expert des informations RH et l'expert de la formation professionnelle réunis. Donc, autant vous dire que vous êtes entre deux bonnes mains. Alors, comment va se dérouler ce webinaire avec vous? On va vraiment faire en sorte de tenir le timing et de vous libérer à midi. On échangera avec Eduardo autour des enjeux du digital dans les années qui viennent, de l'expérience d'Eduardo au sein de l'université d'Alstom. On aura un petit échange derrière avec Eduardo autour des quick wins, c'est-à-dire des petites étapes très concrètes que vous pouvez mettre en œuvre si vous voulez vous lancer dans la digitalisation de la formation. Et on consacrera le dernier quart d'heure, de 11h45 à midi, à répondre à vos questions, donc questions que vous pourrez bien sûr poser dans le chat. Je ne doute pas que vous avez l'habitude du système webinaire et de comment il fonctionne. Donc voilà un petit peu les grandes étapes qui nous attendent ce matin. Merci à tous pour vos bonjours dans le chat, on les voit défiler là. C'est chaleureux, c'est agréable, ils sont comme ça les gens du digital. Allez, on démarre tout de suite avec le digital learning. Alors, je voulais commencer par vous donner un petit peu quelques chiffres clés et vous montrer les enjeux qui existent aujourd'hui à digitaliser la formation. Ce n'est pas un effet de mode, c'est en train de s'inscrire vraiment dans une histoire, dans une logique qui prend beaucoup de sens et beaucoup d'ampleur, comme le révèle la première information que je vous communique, une enquête de Business Wire qui date de cette année et qui montre que d'ici 5 ans, le marché mondial du e-learning représentera un chiffre d'affaires de 458 milliards de dollars. Donc vous le voyez ici, on n'est pas dans une tendance, on est dans une lame de fond. On est vraiment sur quelque chose qui est en train de se déployer à toute vitesse et il est évident que la crise sanitaire que nous avons vécue a largement contribué à son développement. On va ajouter à ça une autre information intéressante et hallucinante à la fois, qui est que d'ici 2030, donc c'est demain, on est d'accord, c'est dans 9 ans, eh bien 85% des métiers seront en fait des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ça, c'est une étude de Dell et de l'Institut pour le futur qui date de 2018. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans nos métiers de la formation, on va avoir besoin de nous. On va avoir besoin d'accompagner ces changements en termes de compétences. On va avoir besoin d'accompagner la transformation digitale qui va impacter tout ça. Et on va avoir besoin d'être au plus proche de nos collaborateurs dans les organisations pour les fidéliser, mais aussi pour leur donner les moyens de réaliser leur métier au quotidien. On ajoute à ces deux données-là des nouvelles attentes en termes de formation. Ces nouvelles attentes, elles sont côté participants, apprenants, et elles sont côté prescripteurs, clients. Aujourd'hui, le fait que le digital learning prenne de plus en plus de place amène aussi à questionner la manière dont on fait de la formation en salle. Et avec la crise sanitaire, on a vu que des formats pouvaient émerger et pouvaient être tout aussi efficaces.
On veut plus de souplesse, c'est-à-dire des formats plus courts, des demi-journées, des ateliers. On veut des formats hybrides qui vont mélanger le présentiel et le digital. On veut aussi, soi-même, en tant qu'apprenant participant, personnaliser son parcours d'apprentissage. Mes besoins, ce ne sont pas les mêmes que celui de mon voisin. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour répondre à ce dont j'ai besoin moi aujourd'hui, pour m'épanouir dans mon métier, pour changer de métier, pour acquérir des compétences nouvelles. Ce qui est intéressant aussi avec le déploiement du digital, c'est l'autonomie d'accès à de nombreuses ressources. Je suis sûre que vous êtes tous déjà allés sur YouTube pour chercher comment réussir une mayonnaise à tous les coups, ou que vous avez été chercher des infos sur Google pour gérer une formule dans un tableau Excel. Ça, c'est des réflexes que l'on a développés désormais et qui contribuent à notre montée en compétences. Alors, on ne parle pas de formation professionnelle, mais vous êtes bien d'accord que ça contribue quand même à notre apprentissage de tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça dans la formation digitale demain et dans les parcours de nos collaborateurs à long terme? Enfin, je voulais faire un petit ajout sur l'AFEST, l'action de formation en situation de travail, qui là aussi prend beaucoup d'ampleur. L'idée étant d'accompagner au mieux les collaborateurs pour les former en fonction du contexte qu'ils rencontrent, eux, dans leur pratique professionnelle. Et l'AFEST n'est pas tout à fait décorrélée du digital learning. C'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui. Vous le voyez bien, l'avenir de la formation, finalement, ça va être un peu ce patchwork de modalités que l'on va combiner ensemble, l'objectif étant bien sûr l'efficacité des formations que l'on va proposer. Alors, si je termine rapidement avec les tendances qui se dessinent aujourd'hui pour le digital learning. Dans la grande famille du digital learning, qu'est-ce que l'on trouve? Le premier format qui remporte les suffrages, c'est le blended learning, c'est-à-dire la formation qui mélange à la fois du présentiel et à la fois du distanciel. Le blended learning va permettre vraiment d'exploiter les avantages de la distance et les avantages de la présence. Les avantages de la distance pour permettre de consulter des ressources en autonomie, de se former de manière asynchrone, c'est-à-dire sans être connecté en même temps que les autres, et donc de privilégier des moments qui vous conviennent à vous. Et les avantages de la présence pour vivre des expériences, pour vivre ce que peut apporter un groupe, pour expérimenter, pour mettre en pratique. Et donc la combinaison de ces deux formats-là est en train vraiment d'exploser dans les propositions d'offres de formation que l'on peut faire aujourd'hui. Le podcast, alors le podcast, c'est mon chouchou, c'est un format qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur à la fois dans nos vies personnelles, mais aussi dans la formation professionnelle. Le podcast, c'est un format audio, alors qui peut ressembler aux émissions de radio que vous écoutez en replay, mais aujourd'hui, vous avez aussi des podcasts absolument sur tous les sujets. Des podcasts autour d'histoire criminelle, des podcasts autour de l'analyse de séries, autour du cinéma, autour de la politique, que sais-je encore. Et en formation, il s'avère un outil particulièrement intéressant parce qu'il coûte peu cher à produire, qu'il a besoin de peu de matériel et qu'il consomme peu de bandes passantes. Donc qui s'adresse là à une population très large, puisque nous ne sommes pas tous égaux devant la qualité de la bande passante. Donc le podcast est un format à retenir et qui est en train de monter en puissance dans les dispositifs de formation. La gamification, c'est l'utilisation des ressorts du jeu appliqués à la formation. On le voit pas mal sur les plateformes qui hébergent des contenus de formation à distance, les plateformes que l'on appelle LMS, Learning Management System. Ces plateformes-là ont mis en place des systèmes de récompense sous forme de badges que l'on acquiert, d'étoiles que l'on décroche ou de coupes que l'on obtient en fonction de sa progression dans les parcours de formation. Donc ces ressorts-là, la gamification, ont pour objectif de fidéliser et d'impliquer les participants. C'est une tendance très forte là aussi du digital learning. Je termine rapidement pour laisser la parole à Eduardo, qui va d'ailleurs nous parler de ces formats innovants comme la réalité virtuelle en formation, les serious games, qui sont l'équivalent de jeux vidéo mais appliqués à la formation professionnelle, et bien évidemment la prise en compte du multi-device, c'est-à-dire la consultation de ressources sur des supports comme l'ordinateur, mais aussi la tablette
et surtout le smartphone. On va voir aujourd'hui des contenus adaptés à une lecture et une utilisation sur smartphone. Voilà en quelques mots un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons et ce vers quoi nous tendons. Maintenant, illustrons tout ça par une expérience très concrète, celle de l'université d'Alstom. Eduardo, tu as la parole, fais-nous rêver. Merci Anne-Claire, une excellente introduction et je suis sûr qu'on a tous hâte d'écouter tes podcasts à toi-même. Donc, je continue avec la présentation. Donc, on est avec une audience qui est particulièrement orientée France. Donc, j'imagine que tous vous connaissez Alstom. Donc, je ne vais pas trop m'étarder sur qui est Alstom, ce qu'on fait. Vous savez déjà qu'on est des intégrateurs des systèmes de mobilité intelligentes et durables. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'analyser chez Alstom, on est 70 000 employés dans 70 000 pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Alstom doit aligner ses profils divers et distantes des différentes origines, des différentes cultures, des différents niveaux d'éducation, des différentes approches vers la vie. On doit les aligner tous vers une seule mission qui est de faire croître notre société. Et là-dessus, dans plein milieu de cette complexité des profils et des gens qui sont dans tous les pays du monde, on voit Alstom University qui se doit à faire monter en compétences différentes à tous ces employés, tous ces 70 000 personnes qui sont distribuées dans tous les coins du monde. Donc une mission difficile et pour laquelle on utilise des outils de formation digitale pour avoir un maximum de populations cibles qui est atteinte par nos outils. Et comme tu dis, c'est bien clair, pour leur former pour les compétences du marché d'aujourd'hui, mais aussi pour les compétences du marché des demain. Encore une illustration de la taille de notre opération interne qu'Alstom University, où juste dans la dernière année, on a formé plus de 51 000 personnes, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Ces 51 000 personnes ont fait plus de 620 000 heures d'apprentissage, heures de formation, et on couvre évidemment tous les pays dans lesquels Alstom est présent. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une grande opération, mais aussi de l'utilisation du capital connaissance interne Alstom. Donc plus de 80% des contenus qui sont faits par Alstom University, qui sont distribués à ces 51 000 personnes, sont faits par notre réseau d'experts. Parce qu'en soi, Alstom University n'est pas un expert de la finance, du légal ou des sujets techniques comme l'industriel ou l'ingénierie. Mais par contre, Alstom en a tous ces experts. Donc, on essaye de rendre capable notre réseau d'experts pour produire du contenu et nourrir justement ces plateformes dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, il ne s'agit pas uniquement d'une grande opération de formation, mais aussi de s'assurer que le contenu, il porte de la valeur à nos utilisateurs. Donc, on mesure de manière régulière le score de satisfaction. Il faut savoir que la moyenne des scores de satisfaction, ce qu'on appelle les Net Promoter Score, le score de satisfaction, dans l'industrie, il est entre 10 et 15. Le nôtre, il est de 44. Ça veut dire que la perception de valeur de ces contenus qu'on donne à ces 51 000 employés, elle est élevée. Il y a un niveau d'engagement élevé. Et, in fine, on pourrait dire beaucoup sur notre propre activité, la taille de l'opération, mais le marché nous donne aussi une indication sur la qualité de nos contenus. Ayant obtenu 14 récompenses internationales dans les dernières années, on sait qu'on n'est pas en train d'aller dans les mauvaises voies. Tout le contraire, on va dans quelque chose qui porte de la valeur pour nos employés et quelque chose qui est atteignable à tous. Donc, pour obtenir ce type de chiffres clés, on a développé ce qu'on appelle un écosystème de formation numérique qui inclut des outils de création, des outils de consommation, des outils de partage. C'est ce qu'on appelle le Digital Learning Ecosystem d'Alstom University, qui n'a pas été construit en un an,
Il a été construit pendant plusieurs années. On a intégré une par une les outils. Et quand la crise du Covid en 2020 est arrivée, nous, on avait déjà le terrain prêt à faire face à cette tsunami. Et le mot, il n'est pas inintéressant. Parler d'un tsunami, c'est un mot que je choisis parce que le tsunami, c'est une grande vague sous laquelle on peut se noyer. Mais si on prend une planche, on peut surfer dessus. Et c'est cet écosystème-là qui nous a permis de surfer sur le tsunami Covid et qu'effectivement, on n'a pas construit un an. Il est centré sur une plateforme de formation à distance, c'est la grande bulle que vous voyez au centre, mais derrière cette bulle, il y a des outils qui vont nourrir la plateforme de formation à distance. Et c'est peut-être la face cachée de l'iceberg, parce que la plupart des utilisateurs ne le voient pas. Par contre, nos créateurs de contenu, nos experts, nos formateurs, nos contributeurs à la formation, eux, ils connaissent cette partie-là, puisqu'ils sont formés pour utiliser ces outils, pour créer du contenu et nourrir encore une fois la plateforme qui va contenir la connaissance Alstom sur tous les sujets sur lesquels on souhaite faire monter en compétence nos employés. Dans la partie droite, vous voyez qu'on peut aussi faire autant de plateformes qu'on veut, mais je vais y revenir plus tard. Donc, je disais, il y a plusieurs types d'outils d'outils derrière la plateforme, des outils de création, des outils médiatiques, des outils, je dirais, qu'on prend sur étagère, que j'appelle plug and play, et des outils de collaboration. Je vais faire un focus sur quelques-unes. Dans la partie plateforme, il faut savoir que la plateforme, elle est 100% responsive, ça veut dire qu'on peut y accéder à travers de tablettes, portables, ordinateurs ou téléphones. Les contenus, il faut l'imaginer comme une espèce de Netflix de la formation. En fait, imaginez que vous voulez faire une formation et vous allez prendre l'avion. Vous téléchargez votre formation dans votre portable et même sans connexion, vous pouvez la faire. Vous pouvez aller dans un sous-marin et vous former dans la finance. Vous pouvez aller au sommet d'une montagne et faire un cours des langues. Tout ça accessible à travers la plateforme qui peut vous présenter des contenus interactifs, un blended évidemment, c'est un mot que vous allez entendre beaucoup, autant d'Anne-Claire que de moi, et des e-learning, des vidéos et de la réalité virtuelle aussi. Et tous ces contenus, dans la plupart, sont faits, encore une fois, par nos experts. Les contenus de la plateforme sont distingués en académies. Donc, il y a des académies fonctionnelles pour les fonctions Alstom, commerciales, finances, légales, des académies transverses pour les contenus qui sont importants pour toute l'organisation, la responsabilité sociale de l'entreprise, la diversité et l'innovation, ou des académies techniques comme des sujets cœur des métiers comme l'ingénierie ou l'industriel. Je ne veux pas entrer trop en détail sur les académies en elles-mêmes, mais il faut avoir une idée de quelle est la structure qu'on a. Parmi les fonctionnalités plug and play, j'aime beaucoup parler de cet outil qui s'appelle CK Connect. En gros, c'est un test de personnalité qui permet à tout utilisateur de connaître au mieux ses propres forces et ses challenges. Avec ceci, la plateforme va proposer à son tour des formations qui vont renforcer ses forces ou qui vont tacler les points faibles que la personne pourrait avoir pour développer son travail. Et en parallèle, on aura un panorama général de son équipe et quels sont les meilleurs moyens qu'on peut avoir pour travailler de la manière la plus efficace, la plus efficiente entre tous et de manière synergique. Pour le déploiement de cet outil, on a eu quelques prix qui nous sont valus des prix en argent international. Ensuite, on a un partenariat qui est aussi inclus dans la plateforme de formation à distance, avec un partenaire qui s'appelle Coursera, dans lequel on peut trouver des certifications internationales, des universités réputées, et tout ça accessible à volonté par les employés, sans validation du RH ou du manager. Donc, on rend les contenus à valeur ajoutée fortement accessibles à tous les employés. Et laissez-moi vous dire, les gens, c'est les RH, ça part
comme du petit pain. C'est un source de plaisir, quelque part pour nous, de savoir que les gens ont tellement envie de se former avec ce type d'outils. On a une offre d'apprentissage en langue, encore une fois, sans validation RH ou manager. Les gens, ils ont le droit à se former en japonais, portugais, anglais, russe, mandarin, espagnol, tout ça avec une approche d'inclusion, puisque on veut que les personnes puissent se parler les uns les autres et que ça soit quelque chose d'inhéremment accessible à eux, encore une fois, à travers la plateforme. Je parlais tout à l'heure des outils de création. Parmi les outils de création, sans aller trop en détail sur chacune de ces outils-là, ce qui est intéressant, c'est peut-être de savoir que la curation de nos outils, elle part du principe de la démocratisation facile de ces outils. Donc, quand on ramène un outil chez nous, notre objectif, c'est de rendre capable le formateur et les experts de pouvoir les utiliser pour qu'eux-mêmes, ils puissent créer du contenu. Donc, on ramène des outils pour créer des e-learning, faire de la vidéo ou créer des expériences en réalité virtuelle et que ça soit facilement utilisable pour eux pour qu'eux-mêmes, ils puissent, accompagnés par nous évidemment, créer du contenu pour la plateforme. Et là-dessus, une des outils qui a été les plus utilisés, c'est la réalité virtuelle, et notamment dans le cas, dans le contexte du Covid et avec tous les confinements. On a fait des formations en réalité virtuelle pour que les employés, depuis leur bureau, depuis leur maison, leur cuisine, leur chambre, ils puissent aller faire des visites des sites en Inde, au Brésil, en France, aux États-Unis, qu'ils puissent faire des sensibilisations de sécurité à un site industriel, ou même un cours de négociation dans lequel on se met dans la peau d'un négociateur, cours qu'on a fait, qui nous a fait gagner un prix en or international avec un partenaire qui nous tiennent à cœur, qui est le Centre pour la négociation CEFNE, un cours dans lequel on se met dans la peau d'un négociateur et on voit directement un client, on peut voir quelles sont les conséquences de nos décisions face à un client qui attend quelque chose de nous. On a un studio d'enregistrement avec un fond vert, comme il y aurait un YouTuber. Donc ça rend le contenu assez interactif. On a des outils de collaboration comme Klaxoon pour booster les interactions entre les participants dans la formation à distance, un espace digital numérique qui permet à tous les membres de participer à la formation en temps réel. On a un YouTube interne qui nous permet d'identifier des créateurs de contenu qui ne seraient pas identifiés par nos équipes au préalable, mais qui permet à tous de contribuer à cette plateforme. Donc encore une fois, quelque chose qui a pris beaucoup de traction cette année. Et un de nos outils préférés, notamment cette dernière année, c'est un espace virtuel, un espèce de sim dans lequel chaque personne peut créer son propre profil. Vous voyez dans la partie haut à droite un avatar qui est créé pour une personne. Et cet espace nous permet de se balader, on va dire, dans un espace virtuel pour faire des événements en temps réel. Et ça laisse quelque part les gens oubliés qui ne sont plus ensemble. Ils se sentent dans un espace partagé virtuel. Comme vous voyez dans la photo centrale à nous, on peut faire des événements ou des ateliers, comme vous voyez dans la photo à droite en bas. Donc, on part du métaverse, un mot qu'on utilise beaucoup dans les derniers mois, et on y est déjà. Il y a des outils qui nous permettent de faire ça, et ça rend vraiment les gens capables d'interagir, de se sentir plus proches, notamment maintenant. Il ne faut pas oublier la communication parce qu'un outil n'est pas plus pour exemple, une fourchette, un couteau, mais c'est ce qu'on fait avec les outils et le sens qu'on donne aux outils qui va engager les gens. Donc là-dessus, la communication, c'est cet effet qui permet aux gens de s'identifier avec votre marque. Et si les gens s'identifient avec votre marque, les gens vont être fidèles à ce que vous faites. Donc là-dessus, on a fait pendant ces 2 dernières années des campagnes d'engagement et de consommation de formation. Et on a utilisé les fonctionnalités de gamification de la plateforme, on a fait de gagner des points en faisant des formations e-learning, des vidéos, consommer des expériences en réalité virtuelle, pour que chaque personne gagne des points, qui leur fait gagner à titre pays,
Donc, tous les gens en France gagnent des points, ça fait une somme, et on voit combien de points ils sont faits en Italie, en Espagne, en Inde, au Pérou, et on voit qui est le pays qui apprend le plus. Donc là, il y a un vecteur concurrence pays à pays qui leur donne envie de gagner. Mais aussi à titre personnel, je peux donner mes points à des ONG et je peux faire gagner de l'argent à ces ONG parce que nous, on finance des ONG qui ont gagné le plus ces points. Donc la communication avec un vecteur de valeur, d'engagement de ses employés. Et finalement, une dernière idée que je trouve on voit pas souvent dans la formation, c'est le fait de transformer un centre de coût en centre de profit. On a mis en place tout cet écosystème, on a rendu nos experts capables, on a une capacité de frappe importante pour construire du contenu des formations. Donc on crée ça et les équipes des projets et commerciaux qui veulent mettre à disposition mettre ça à disposition à leurs clients. Nous, on a répondu oui. On a répondu oui, on leur dit on va utiliser toute notre capacité pour donner de la valeur à nos clients et on transforme Alstom University d'un centre de coûts en centre de profit qui finance à son tour des nouvelles outils qui vont être utilisés pour la formation. Donc, on a créé une plateforme de démonstration. Je vous laisse à l'écran un QR code, un code QR pour vous connecter si vous voulez le faire avec votre smartphone. Mais si vous n'avez pas le temps de le faire en temps réel, vous allez sur le site Alstom et sur la rubrique Alstom University, il y a un accès libre à une plateforme de formation à distance démo avec quelques cours en réalité virtuelle, en e-learning, en vidéo, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, un teaser de la formation chez nous. Donc, pour l'instant, je m'arrête là-bas. Je suis sûr qu'Anne-Claire a peut-être des questions ou des commentaires. Donc, j'ouvre un peu le débat. Merci beaucoup, Eduardo. Bravo d'avoir tenu le timing. C'était un petit challenge entre Eduardo et moi, donc je le félicite de l'avoir réussi. Alors, vous l'avez vu, l'université d'Alstom, c'est un petit peu la réponse du Père Noël à la liste que nous, Digital Learning Managers ou concepteurs ou designers, faisons, puisqu'ils ont développé énormément de choses. Et vous l'avez remarqué aussi dans nos discours à Eduardo et à moi-même, nous avons utilisé beaucoup du vocabulaire marin. Nous avons parlé de lame de fond, nous avons parlé de tsunami, nous avons même évoqué des sous-marins. Oui, car Eduardo vous propose de vous former directement dans un sous-marin. Où s'arrêtera la formation professionnelle, je vous le demande. Et en fait, eh bien, je vais rapprocher cela de la 5e vague que nous avons ici en France et du fait que malheureusement, nous ne sortons pas de cette épidémie. Nous voulions aborder avec Eduardo et vous, avant de vous laisser la parole pour les questions, eh bien, on voulait aborder des petits quick wins, c'est-à-dire des petites choses que vous pouvez mettre en œuvre, même sans avoir toutes les possibilités d'Alstom, mais pour vous lancer dans la formation digitale. Alors justement, pour faire face à cette nouvelle vague, probablement des restrictions de rassemblement qui arrivent, Eduardo, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, vous, chez Alstom, pour pouvoir aider vos formateurs à faire face à ces contraintes sanitaires? Donc, il faut le prendre peut-être de plusieurs angles. Ce qu'on a fait spécifiquement, c'était d'utiliser la formation digitale, notamment pour transformer un maximum de contenus, ou bien des learning en vidéo quand c'était des contenus relativement petits. Mais je pense que quelque chose qui a été capital pour maintenir l'activité et même décroître, je pense on a même osé croître pendant le temps de Covid, c'était de transformer tous les cours présentiels en cours distanciel. Et pour ça, il y a tout un process à suivre. Donc, comme je disais, on peut faire des vidéos, effectivement, donc il faut avoir des capacités techniques pour le faire, mais il faut aussi préparer les formateurs pour pour ces transformations vers la formation à distance.
Parce que former quelqu'un à distance à travers un ordinateur et former quelqu'un à présentiel, c'est très différent en fait. Moi, je compare beaucoup. La formation à présentiel a un effet centripète. Ça veut dire que tout va vers le formateur. Quand on est en présentiel, on voit le formateur, c'est lui le star. Quand on est devant un ordinateur et un formateur de l'autre côté, notre attention, elle est, je sais pas, peut-être mon partenaire, mes mails. Il y a tellement de choses qui attirent notre attention. Donc le formateur, il est mené notamment à attirer avec plus de puissance l'attention des stagiaires, des apprenants. Et pour ça, on a mis en place des cours pour apprendre aux formateurs à former à distance, pour attirer l'attention à distance. On utilise des outils comme Klaxoon, pour exemple, pour fortement l'attention des gens. On les apprend à utiliser leur voix et leur intonation pour maintenir de manière régulière l'attention des gens. On les apprend à faire bouger les objets à l'intérieur de l'écran, puisqu'on est quand même des êtres qui sont attirés par leur mouvement. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des diapositives dynamiques ou de faire bouger les diapositives avec des outils de design qui sont déjà inclus dans des savoirs comme PowerPoint. On peut dessiner dans une diapositive en temps réel, utiliser du klaxon, il faut appeler les gens par leur nom, il faut interpeller les gens, il faut leur faire utiliser la caméra. Donc, c'est tout un nombre de techniques qu'il faut apprendre à ce formateur pour qu'il puisse être capable de former à distance et attirer l'attention des gens de manière efficace. Donc, on a mis en place ces cours-là pour qu'ils puissent faire ça. Et en parallèle, on a utilisé les capacités du blended. Donc le blended, en mélangeant la formation vidéo, la réalité virtuelle, la formation présentielle à distance, avec la formation animée par un formateur à distance, qui sont rendus capables de le faire, mais il y a eu un effort pour faire ceci qui était stratégique, qui a été pensé, et ça nous a permis de maintenir notre activité à flotte tous ces temps-là, même confinés. Donc on ne s'est pas arrêté, on a même fait plus des heures. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Eduardo, que je trouve vraiment très intéressant. Vous vous en êtes peut-être rendu compte vous-même, soit en assistant à des formations, soit en accompagnant le déploiement. Mais effectivement, on ne peut pas copier-coller une formation qui a lieu en salle pour la passer à distance. Le digital learning, la formation à distance, les classes virtuelles répondent à des modalités particulières. Il y a des contraintes, effectivement, comme le disait Eduardo, c'est-à-dire que votre attention va être appelée par plein d'autres choses autour de vous. Donc, le maintien de l'attention va être un vrai challenge. Pour info, la capacité d'attention que nous avons, nous adultes, devant une ressource digitale, aujourd'hui, elle est d'environ 10 minutes. Lorsque moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a 20 ans, elle était du double. 20 minutes. Donc, nous avons perdu la moitié de notre capacité d'attention en 20 ans. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte quand on va déployer des formations à distance. Alors, pour revenir et peut-être répondre à des questions que vous avez déjà, qui mûrissent en vous, on peut tout à fait se lancer dans la formation digitale, même avec un petit budget, voire quasi pas de budget du tout, en faisant étape par étape des petits, ce que l'on appelle POC, donc en anglais Proof of Concept, c'est-à-dire d'éprouver une méthodologie pour voir si ça fonctionne dans le contexte qui est le vôtre. Donc la première chose, le premier conseil que l'on peut vous donner, c'est de vous lancer dans la digitalisation d'une formation et une seule, pour voir comment ça répond avec vos collaborateurs, pour voir comment vous déployez ça, si vous avez des ressources en interne qui peuvent vous aider. Voilà, donc de commencer petit pour ensuite aller jusqu'à la montagne dont parlait Eduardo tout à l'heure et au sommet de laquelle vous pouvez suivre vos formations. On parle aussi des quick wins. Et là, je vais donner la parole à Eduardo pour qu'il nous donne quelques exemples de ces victoires rapides. Donc parmi les quick wins, je pense qu'il y a quelque chose qui a été capital dans le déploiement des formations à distance et il s'agit de l'utilisation des klaxons. Klaxon, c'est un levier très fort
pour engager les gens à distance rapidement dans la formation en ligne. Ça la rend tout de suite beaucoup plus engageant, ça la rend tout de suite beaucoup plus interactive. Ça demande un certain niveau d'adaptation à l'outil, mais ça a un effet puissant et ça donne une image digitale très rapidement. Donc le déploiement de cet outil comme Klaxoon, je trouve que c'est déjà quelque chose qui est facile à mettre en place et rapidement. Après, je sais qu'il y a des outils qui sont moins chers que Klaxoon, mais nous, on est partenaire avec Klaxoon, donc on préconisera toujours l'utilisation d'une plateforme de ce type, car elles sont prouvées efficaces. Ensuite, l'utilisation, par exemple, d'un intranet pour adresser des contenus spécifiques à certaines populations, ça peut être un quick win aussi. Après, il ne faut pas hésiter à ne pas vous isoler, ne penser que le learning, c'est quelque chose qui va tout seul. Vous s'alliez avec la communication, vous s'alliez avec le Keep IT, avec transformation digitale. Nous, les programmes les plus réussis qu'on a, on le fait en partenariat avec d'autres grandes organisations de notre société, l'innovation, la transformation digitale, nos partenaires, je parle de nos fournisseurs. Donc, il ne faut pas hésiter à vous allier avec, par exemple, là pour les coups, si c'est pour utiliser l'intranet avec la communication et adresser des contenus spécifiques à travers votre site ou il doit y avoir une espèce de réseau social interne, probablement. Il y a manière de créer, partager du contenu. De l'autre côté, il faut s'assurer peut-être aussi votre capacité de créer du contenu. Et là-dessus, nous, on est plutôt croyants de la vidéo. Nous, on a misé à rendre nos experts capables de créer de la vidéo pour que ça soit partageable à travers la plateforme. Donc, ça a été un levier beaucoup utilisé chez nous avec des fournisseurs comme Issimobi, qui permet de démocratiser la création qualitative des vidéos. Alors, merci beaucoup, du coup, Eduardo, pour ces pistes qui commencent à venir nourrir notre réflexion. J'en profite pour vous donner dans le chat le nom d'un outil, la digital.dev, qui est un équivalent de Klaxoon gratuit, alors qui ne propose pas la totalité des fonctionnalités de Klaxoon, mais qui va vous permettre de concevoir des petites capsules digitales interactives, des murs interactifs de post-it, par exemple, du quiz, du sondage, du pêle-mêle. C'est un collectif d'informaticiens en open source qui a mis ça à disposition. Et c'est vraiment une mine d'or, donc je vous invite à jeter un œil si vous voulez vous lancer dans le digital. Je rebondis également sur ce que disait Eduardo. On peut développer aujourd'hui facilement et à moindre coût des petites capsules vidéo ou des podcasts. Je vous avais dit que je reviendrai au podcast. Vous allez pouvoir développer ça avec votre téléphone. Au début, lorsque vous vous lancez dans le digital, ne visez pas une qualité HD, 4K, que sais-je encore. Utilisez votre téléphone, par exemple, pour filmer un geste métier, ou bien pour enregistrer un expert. Et du coup, vous aurez en petite capsule vidéo des informations déjà pour venir enrichir votre formation. Donc, n'hésitez pas à faire ces petites étapes, ces petits pas pour vous familiariser avec la formation digitale et voir que, eh bien, alors on n'est pas comme MacGyver parce qu'avec 3 trombones et un chewing-gum, on n'ira pas loin en digital learning, mais avec un téléphone portable et 2-3 outils gratuits, on peut déjà proposer des contenus de qualité à vos participants. Donc, Eduardo, on est pas mal là, il est 11h44. Chose promise, chose due, on est tout à fait OK pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vous invite à nous poser vos questions dans le chat. Alors, il y en avait déjà une première de Pascal. Eduardo, comment préconiseriez-vous, d'adapter vos pratiques à des entreprises de moins de 25 personnes? Est-ce que tu souhaites répondre à cette question? Je pense que quelque part, on a mentionné quelques éléments qui peuvent déjà servir d'indice. Donc, par exemple,
acquérir un LMS digital plateforme pour 25 personnes, c'est vrai que ça ne porterait pas énormément de sens. Mais par contre, utiliser l'intranet pour distribuer du contenu des formations, un vous lien avec la communication, ça peut être déjà un point de départ avec des vidéos, des formations qui vont adresser les sujets le plus pertinents. Ça me paraît déjà un point d'entrée. Ou utiliser un espèce de réseau social interne qui permet en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement établir une plateforme d'échange. Et ensuite, c'est à vous de voir comment est-ce que vous le produisez. Ne centralisez pas la production. Essayez de faire en sorte que tout le monde puisse contribuer et vous allez voir que c'est le gâteau, il va grandir. Alors, effectivement, ce sont de bons conseils. Je rebondis aussi, si vous n'avez pas d'intranet, si vous n'avez pas de réseau social interne, vous pouvez vous rapprocher du service informatique pour créer un espace sur le cloud si vous avez un lieu où tous vos dossiers internes à l'entreprise sont stockés. Vous pouvez demander à ce qu'un espace soit créé pour justement le dépôt de ressources de formation. Donc ça peut être une manière justement de pallier le fait que vous n'ayez pas d'intranet ou pas de réseau social. Donc, Eduardo a tout à fait raison aussi. Le fait d'engager vos collaborateurs, déjà, va susciter de l'engouement autour de votre projet et va permettre à chacun de se rendre compte qu'il a des choses à partager, qu'il a une expertise, des compétences qui peuvent être utiles à d'autres. Je vous partage une petite expérience que j'ai moi-même développée. Je reviens au podcast, mais c'était la minute de l'expert. Et en fait, chaque semaine, on diffusait un podcast de bonnes pratiques pour des collaborateurs qui travaillaient en magasin. Donc, de bonnes pratiques de vente, de bonnes pratiques pour gérer un client mécontent, etc. Et donc, c'était un petit fichier audio qu'on pouvait écouter, voilà, chaque semaine avec des petits tips, des petits conseils propres au métier. Et là, vous le voyez, c'est très simple à faire. On s'enregistre sur le téléphone et on partage le fichier. Donc, si vous n'avez pas encore de plateforme LMS, c'est quand même des petites choses qui sont faciles à faire. Alors, je continue par rapport aux questions. Julie indique, au niveau du contenu des podcasts, les compétences techniques sont-elles bien enregistrées? Et ensuite, vous croyez que vous répondez à ma question. Parfait, Julie, nous étions sur la même longueur d'onde sur ce coup-là. Donc, effectivement, le podcast, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir avoir des longueurs et des formats variés. Vous pouvez avoir des contenus d'1 minute, 1 minute 30. Vous pouvez avoir des contenus un peu plus longs de 5 minutes, 10 minutes, voire 15 minutes. Et dans ce cas-là, tout va dépendre de l'objectif que vous visez. Est-ce que c'est de partager une expérience professionnelle? Est-ce que c'est de décrire des gestes métiers? Est-ce que c'est de capter des ambiances pour voilà, d'autres sujets encore? Là, encore une fois, comme on le dit avec Eduardo depuis le début de ce webinaire, vous avez finalement un outil, une modalité qui existe en fonction de l'objectif que vous visez. Il faut bien prendre le digital learning en termes d'objectifs et non en termes d'outils. Et ça, c'est un peu un travers qu'on a tendance à avoir parce que forcément, le digital, on se dit c'est génial, on a plein de choses à disposition. Mais quel objectif visez-vous? Quelles compétences voulez-vous développer chez vos collaborateurs? Parfois, le digital sera la meilleure réponse. Parfois, ce sera un combo de digital et de présence. Donc, gardez en tête quel est mon objectif, quel public je vise, quelles compétences je veux qu'il déploie. Alors, Eduardo, je vais te laisser répondre à Pascal. Comment gérer le déploiement WW, j'imagine worldwide, c'est-à-dire mondial, d'une formation créée pour la France? Trouver des formateurs locaux, former les formateurs, etc. Comment est-ce qu'on déploie une formation à niveau mondial? Donc, il faut s'adapter. En fait, il y a un terme que j'aime beaucoup, que j'ai appris il y a longtemps, qui est le glocal. Be global, but act local. Soyez global, mais réagissez local. Effectivement, une formation qui a été créée en France pour la déployer dans d'autres pays, il faut probablement la traduire en d'autres langues. Selon le type de formation qu'on a, on devra potentiellement adapter un peu le contenu. Une formation, par exemple, sur qui a des considérations légales, aura besoin d'être adaptée à un niveau local par pays, puisque les lois ne sont pas forcément, les mêmes dans tous les pays. Mais je pense que un des facteurs clés, c'est la langue.
déployer une formation, même si elle est en anglais, qui était faite pour la France, en Amérique latine, bon, il vaut mieux le faire en espagnol, en Chine, en chinois, en Pologne, en polonais, et en tchèque, en République tchèque, en tchèque. Donc, c'est un des enjeux les plus importants qu'on a quand on fait un déploiement international euh, pour les formations, pour la formation qu'on a. Donc, il faut forcément s'adapter à la population cible. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les formateurs locaux, ça nous arrive d'avoir des formations avec des formateurs locaux et des formations pour des formateurs pour des formations internationales. Donc, aligner, par exemple, l'Angleterre et l'Afrique du Sud, ce n'est pas inintéressant puisqu'ils parlent la même langue. Aligner plusieurs pays en Amérique latine, c'est pas inintéressant parce qu'ils parlent plus ou moins de la même manière, même s'il y a des accents différents. La Belgique et la France, on peut le faire. Il faut prendre en compte les décalages horaires quand il y a des déploiements multi-pays. Il faut prendre en compte les différences culturelles probablement. Il faut prendre en compte aussi les enjeux de la langue qui peuvent être plus ou moins bien parlés, autant par les apprenants que par le, le formateur. Alors, merci beaucoup, Eduardo. On va rester dans le domaine des langues avec la question de Patrick. Des grands groupes comme le vôtre, comme Alstom, avec de gros moyens de production, seraient-ils intéressés de partager leur plateforme LMS, par exemple, pour l'apprentissage des langues avec d'autres entreprises? Est-ce que c'est quelque chose, quand tu évoquais centre de coût, centre de profit, est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, quelque chose qui existe peut-être déjà? En fait, ce qu'on fait pour l'instant, c'est partager, c'est créer des plateformes externes qui incluent des contenus qui sont faits principalement par Alstom. Après, si on voit la possibilité de faire un partenariat où il y a quelqu'un qui est intéressé d'avoir un écosystème similaire au nôtre et qui inclut les langues, c'est quelque chose dont on peut discuter et on sera ravis de le faire avec vous. Après, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un point direct sur les sujets. Je prendrai contact probablement euh, avec Patrick, c'est bien ça, sur les sujets. C'est envisageable. Il faudrait qu'on voit dans quelles conditions et pour combien de personnes. C'est un projet qui est réalisable sans doute. Ok, super. Bah bien, merci beaucoup pour ta réponse, Eduardo. Je crois que Patrick est très intéressé, donc ça se jouera en dehors du webinaire. Voilà, on a encore quelques minutes ensemble, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, à nous solliciter via le chat. Je pense que vous l'avez bien compris, la vision que nous défendons avec Eduardo du digital learning, c'est qu'on peut faire énormément de choses, que l'on ait peu de moyens ou beaucoup. Et qu'aujourd'hui, ce format de la formation professionnelle pour adultes n'est pas un format sous-qualitatif. Malheureusement, le e-learning a eu longtemps cette image-là, d'une formation de moindre qualité, mais aujourd'hui, on le voit bien, nos expertises augmentent en termes d'ingénierie pédagogique, en termes d'apport des neurosciences, en termes d'utilisation de la technologie, et on est capable de proposer aujourd'hui des parcours et des programmes de formation qui sont d'excellente qualité. Vous avez vu tous les prix remportés par l'université d'Alstom avec leurs dispositifs, avec ce qu'ils ont mis en place. Donc on peut vraiment aujourd'hui faciliter l'engagement des collaborateurs, faciliter le déploiement de leurs compétences sur leur lieu de travail en leur apportant des ressources digitales de formation de grande qualité, même à peu de frais. J'aimerais rajouter quelque chose, Anne-Claire, Bien sûr. et qui me paraît complètement cohérent avec ce que tu dis. Nous, le cours de négociation, justement, que j'avais mentionné pendant la présentation, et comme tous les restes de nos cours, il a un NPS, un Net Promoter Score, un score de qualité qui est mesuré. Et il était assez élevé avant la transformation en digital, ce qui est intéressant.
c'est que ce cours, suite à la transformation à distanciel, non seulement il a maintenu son niveau de qualité perçu par les participants, mais il a même augmenté légèrement. Donc, le fait de transformer un cours en blended ne l'a pas rendu moins qualitatif. Tout le contraire, il y a une perception non seulement des gains de temps de la part des participants, mais la qualité du contenu, elle était perçue comme encore plus important. Ils avaient la possibilité de consulter les contenus, la partie théorique à leur sauce, à leur rythme, à leur temps, de passer un temps privilégié avec un formateur et qui étaient là pour développer leurs expériences pour le coup en négociation ici. Et ils gardaient tous ces contenus-là dans la plateforme. Donc on a vraiment et en plus, il y avait la réalité virtuelle dessus pour s'entraîner de manière constante. Donc, on était vraiment sur quelque chose qui était transformé en digital, mais qui a amélioré avec la digitalisation. Alors, on va rester justement, Eduardo, sur la réalité virtuelle, parce qu'on a une question de Pascal Oui. qui te demande d'en dire un petit peu plus sur la manière dont a été développée la formation en réalité virtuelle, les moyens engagés et les étapes d'un tel déploiement. Mmh. Donc, la réalité virtuelle la plus déployée chez nous se fait à travers un outil qui s'appelle Apptail. Apptail, utilise une technologie des caméras 360. Donc, on n'utilise pas de manière très large des espaces, des environnements virtuels, comment dire, artificiels, mais on va tourner des endroits réels en 360 et sur ces espaces-là, on va rajouter des interactions. Donc, imaginez que vous-même, en tant que personne, vous êtes une caméra et vous regardez autour de vous. Donc, on va enregistrer tout autour de vous et on va attirer votre attention à peut-être le gilet de sauvetage que vous devez prendre avant de monter dans les bateaux ou le casque que vous devez prendre avant d'entrer dans le chantier ou probablement le mail que vous devrez regarder avant d'aller voir votre client. Et une fois qu'on a pris les éléments qu'il nous faut dans l'espace, pour exemple, on peut imaginer un parcours conditionnel dans lequel, j'ai des questions et selon mes réponses, j'aurai une nouvelle expérience. Donc la technologie en soi, c'est la vidéo, on va dire en 360, avec des interactions. Ce type de technologie, elle est facile d'utilisation, elle est facilement déployable. C'est pas extrêmement cher par rapport à ce qu'on peut imaginer à la réalité virtuelle. Tout ce qu'il nous faut, c'est une caméra 360 que avec les années, je dirais dans les 3 dernières années, ils sont réduits de plus en plus leur prix. Une caméra, on peut la trouver à 50 euros, mais on peut trouver aussi à 500 euros, selon la qualité que vous souhaitez avoir. Et ensuite, pour le déploiement, donc, il faut trouver, comme tu dis bien, Claire, des proof of concept. Les premières proof of concept, c'était des visites des sites. On a démarré avec la visite des sites en France. On a ramené un expert du sujet. On a positionné la caméra et on a tourné dans des espaces ouverts de notre site. On a testé techniquement que c'était quelque chose distribuable à travers notre plateforme de formation à distance. Les gens le font avec leur portable, ils mettent leur portable sur leur tête avec des structures en carton ou en plastique et ça leur donne une expérience immersive. Et ensuite, pour le déploiement plus large, il faut former les gens pour utiliser la caméra, pour utiliser les logiciels et une fois qu'ils sont formés, ils peuvent répliquer autant d'expériences qu'ils veulent. Là, la limite, c'est vraiment la, la créativité du créateur de contenu, comme on ferait avec une caméra normale ou avec un logiciel de création d'e-learning. Super, merci beaucoup Eduardo. Pascal m'a enlevé les mots de la bouche. C'était passionnant ton explication et puis on se rend compte que c'est beaucoup plus facile à déployer que ce qu'on pourrait penser. Alors on arrive effectivement dans la dernière minute. Donc on va vous laisser avec cette citation de Plutarque. Car l'esprit n'est pas comme un vase qu'il ne faille que remplir. À la façon du bois,
il a plutôt besoin d'un aliment qui l'échauffe. Voilà. Donc, j'espère que Eduardo et moi-même aurons su vous faire partager notre enthousiasme, notre passion et notre expérience avec le digital learning pour vous donner voilà, des envies de déploiement ou de continuer dans vos expériences. Merci encore pour votre patience avec le début du webinaire qui était un petit peu compliqué. Et puis, on sera ravis de vous retrouver dans un prochain webinaire, qui sait. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt.